Donc, bonjour tout le monde. Ben, je vais essayer de vous présenter, dans le fond, un cas d'analyse qu'on a eu à faire chez Desjardins, dans le fond. Euh, Imaginez un scénario fictif où il y a une pandémie mondiale et vous voulez voir qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le comportement des gens sur votre site, dans le fond. Donc, y a-t-il des pages qui ont été plus visitées ou moins visitées suite à cet événement-là? Donc, ce que je voulais faire, dans le fond, c'est analyser justement le comportement pendant, un petit peu avant, puis pendant le confinement, puis après le début du confinement, sur certains indicateurs. Dans ce cas-ci, dans le fond, c'était des visites sur peut-être une soixantaine de pages que j'avais identifiées, là, qu'on voulait suivre le comportement. Puis je voulais être capable de détecter rapidement s'il y avait eu quelque chose qui avait changé dans le comportement. Puis là, oui, j'aurais pu me faire un tableau de bord dans Data Studio, puis me racheter un fil, puis ensuite checker une page après l'autre, voir qu'est-ce qui avait changé ou non dans ce truc-là. Mais c'est un peu lourd de faire ça comme ça. Donc, on a la chance d'avoir nos données qui se retrouvent aussi dans BigQuery, donc qui nous permettent d'interroger le truc. Et avec Python, ben, il existe des librairies qui permettent de, bon, non seulement visualiser des time series, dans le fond des séries temporelles, mais aussi de pouvoir essayer de détecter automatiquement s'il y a des anomalies dans ces trucs-là. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, l'objectif, dans le fond, c'est d'être capable de produire ce graphique-là, dans le fond, qui va nous permettre de détecter, bon, depuis le début de l'année, le nombre de visites sur différentes pages. Évidemment, là, pour les raisons, j'ai caché les noms des URL des pages là, pour ne pas donner d'informations, mais grosso modo, dites-vous que chaque numéro que vous allez retrouver dans les graphiques, c'est une page distincte. Là, on s'en fout laquelle, mais c'est juste pour montrer la méthode. Donc, on regarde, dans le fond, la moyenne des 7 derniers jours sur les visites de ces pages-là. Puis, on va être capable aussi, dans le graphique, de pouvoir facilement identifier la période qui commence le confinement. Et en bonus, être capable aussi d'aller chercher toutes les anomalies qui sont détectées là, sont basées sur différents algorithmes, dans le fond de recherche. Euh, pour faire ça, j'ai utilisé dans le fond la librairie Python qui s'appelle ATDK. C'est une librairie qui est assez intéressante parce qu'elle offre la possibilité, dans le fond, d'analyser différents comportements, dans le fond, de mesurer différents trucs. Donc, c'est une librairie qui est open source. Est-ce que vous voyez maintenant le site Arondo qui a sorti ça? Parfait. Donc, Je vois. parfait. Donc, ils ont ce qu'ils appellent, dans le fond, ils ont des modèles ou ce qu'ils appellent des détecteurs de leur côté qui permettent d'identifier certains types de comportements. Parce que détection d'anomalies, il y a différentes méthodes pour le faire. Dans le fond, j'en ai exploré deux dans ce cas-ci. On va juste faire le tour vite fait de ce qui existe, mais on peut détecter, par exemple, si on donne un plancher puis un plafond, si ça dépasse ça, bien, automatiquement, la librairie va le détecter comme une anomalie, un élément facile. On peut aller aussi avec des quantiles, donc mettons le 99, tout ce qui est en haut de 99, puis tout ce qui est en bas d'un certain pourcentage, puis il va nous les noter comme des anomalies. Tu as l'interquantile, dans le fond, qui est le 75-25 des valeurs qu'on peut aller chercher. Tu as des modèles un peu plus complexes, dans le fond, qu'ils vont essayer lui-même de déterminer selon certains paramètres là, d'un modèle ESD s'il y a des anomalies. S'il voit un changement assez important aussi, là, donc il peut le flaguer comme étant une période durant laquelle il y a eu un changement qui s'est produit. Puis il peut y avoir plusieurs changements de cap qu'il peut détecter comme ça. On peut aussi. La plupart de ces modèles-là ou de ces détecteurs-là ont des paramètres qu'on peut justement paramétriser pour dire selon le niveau de sensibilité qu'on veut leur donner. Level Shift permet aussi de détecter si on a des changements vraiment là, qui changent ou des trucs comme ça. On en a qui sont plus pour la volatilité. Donc, si on avait une donnée qui était très stable, puis soudainement commence à avoir beaucoup plus de variations, bien, il va nous détecter le moment où ça a commencé à augmenter. Si on a beaucoup de données, donc si on avait des données sur au moins une couple de périodes, vous pouvez aussi utiliser un modèle qui va tenir compte des saisonnalités. Donc, c'est normal que j'aille je vois qu'il y a des chats, je ne sais pas si quelqu'un essaie de me parler, mais bref. On se parle entre nous autres, Seb.
Parfait. On va te C'est laisser pas lire ça quel- après. C'est beau. Donc, si vous avez des saisonnalités, dans le fond, vous les détectez. Mettons qu'on sait, par exemple, la période des prêts étudiants, ben, c'est au mois d'août, on ne sait pourquoi. Mais bref, en ayant un modèle qui va tenir compte des saisonnalités, ben, s'il y a une hausse soudaine de quelque chose, mais qu'à chaque année ou dans chaque période précédente que vous aviez, le taux la hausse en même moment, ça va vous permettre là, d'éliminer les faux positifs, là, des trucs comme ça. Le problème de celle-là, c'est que ça prenait quand même beaucoup de données là, pour être capable de faire ça. On peut faire des régressions, on peut comparer deux indicateurs en deux. Donc, si on a deux indicateurs puis un est dépendant de l'autre, mais on peut aussi y dire, ben gars, celui-là est relatif à celui-là. Donc, s'il y en a un qui a monté puis l'autre a monté au même niveau, ben, ce n'est pas d'anomalie, mais s'il y en a un qui a monté puis l'autre n'a pas monté, exemple, je donne un exemple là, ici, je pense que c'est la température puis la vitesse d'un truc. Donc, si par exemple, il y a un moteur qui tourne plus vite, mais qui n'a pas plus de consommation d'électricité, bien, il y a peut-être un problème ou vice-versa. Donc, où est-ce qu'on veut mettre en lien différents? Dans le fond, on voit ici la ligne orange a monté, la ligne bleue a monté, pas d'anomalie, même chose ici. Puis ici, on a un cas que, dans le fond, la ligne bleue a monté, mais la ligne orange n'avait pas monté. Donc, il a détecté cette portion-là comme étant une anomalie. Puis, il y a différentes options. On ne les regardera pas toutes, mais oui, il existe plusieurs anomalies. Dans mon cas, il y a deux algorithmes qui ont donné les bons résultats. Dans le fond, le level shift puis le interquartile qui m'a donné des résultats. Donc, ce que j'ai fait d'abord, ben, j'ai chargé les librairies, puis j'ai fait aussi un exercice avec Facebook, là, le Prophet, je vais vous le montrer à la suite, mais donc, on charge d'abord nos librairies. Donc, s'ils ne sont pas installés, on peut les installer avec Conda directement à partir du notebook. Ensuite, on charge les autres librairies Python qu'on a besoin. Ici, c'est la requête que je vais faire pour aller chercher les données, dans le fond, dans BigQuery. Donc, j'ai les données, comme je disais, nos données sont dans BigQuery. Donc, je vais chercher pour chacune des pages, je vais chercher le nombre d'occurrences ou le nombre de pages vues qu'il y a eu sur cette table-là depuis le 1er janvier. Donc, cette requête-là, puis ça, c'est la magie de BigQuery. Je n'avais jamais travaillé avec ça. C'est un peu fou, là. Cette table-là, je n'ai pas mis les vrais noms, mais cette table-là, en réalité, fait environ 6,5 TB de données, là. C'est une grosse table. Et la requête a pris 2 secondes à rouler. Donc, c'est assez. Ouais, pour ceux qui ont déjà travaillé dans d'autres bases de données, là, qui ont dû attendre des trucs, là, on est dans un autre univers. C'est vraiment cool. Donc, là, ce que je fais, dans le fond, c'est que pour chacune de mes pages, puis chacune des dates, je vais récupérer l'URL de la page. Puis là, je vais le masquer là, pour ne pas donner de données sensibles. Et ensuite, ben, dans le fond, je me retrouve avec une table qui va avoir, dans le fond, une colonne date, une colonne qui va dire la page et carrément le nombre de pages vues qu'on a. Pour que notre modèle puisse fonctionner, on doit un peu transformer nos données. Fait qu'on va les pivoter, donc les 3 lignes de code ici. Puis le code, je vais le rendre disponible, là, je vais le publier quelque part, que je vais vous donner le lien aussi. Là, j'aurais dû prévoir de mettre l'URL dans la présentation, mais en tout cas, je le mettrai en même temps. Je le mettrai dans la description du vidéo au pire. Donc, dans le fond, ces 3 lignes-là vont servir à faire les modifications. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pivot sur nos tables, puis on va s'assurer, dans le fond, que les pages deviennent des colonnes, puis on va juste compter le nombre de pages vues par date distinct pour se faire un beau tableau qui va être facile à digérer ensuite là, par notre modèle pour ATDK. Ensuite, ben, comme je disais tantôt, les détecteurs ou les modèles qui existent doivent être configurés. Donc, on a différents paramètres qu'on peut préciser ici, qu'est-ce qu'on veut avoir comme paramètre. Dans ce cas-ci, j'en utilise juste une, mais je vais quand même configurer trois détecteurs différents. Je vais tester, voir lequel donnait les meilleurs résultats. Donc, pour ça, je vais garder mes lignes. Ensuite, ce que j'ai fait, ben, j'ai voulu me définir des périodes, dire à quel moment le confinement a débuté, quand est-ce qu'on a débuté le déconfinement, en tout cas au Québec, je n'ai pas pris Montréal, puis avoir une autre zone qu'on va vouloir utiliser pour pouvoir griser dans les graphiques, là, pour annoter chacun de nos graphiques. Et une fois qu'on a préparé, dans le fond, nos détecteurs, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est OK, ben, pour chacune des URL qu'il y a dans le tableau page, dans le fond, pour chacune des URL qu'on a,
trouve-moi la date où il y a des données. Parce que des fois, j'ai des pages qui ont été créées après le COVID, par exemple. Donc, avant le COVID, il n'existait pas. J'ai d'autres pages que je ne savais pas qu'ils n'existaient pas. Mais si on a des colonnes qui commencent le 1er janvier jusqu'à hier, par exemple, mais j'ai des fois des données, soit que je n'ai pas de données au début ou je n'ai pas de données à la fin. Donc, pour pas que le modèle bug un peu, ben c'est ce que je fais. Dans le fond, c'est que j'essaie de trouver pour chacune des lignes, la première ligne qu'il y a des données, dans le fond, pour être sûr d'avoir un time series, puis bâtir ma prédiction juste sur la période pour laquelle j'ai des données. Donc, toutes ces lignes-là ici, c'est la seule chose que ça fait, c'est ça. Puis à la fin, bien, comme c'est donné par jour, bien, dans le milieu financier, on a plus de visites le jeudi quand le monde vient de payer leur facture que le dimanche quand ils écoutent Game of Thrones. Donc, on a quand même des différences d'une journée à l'autre. Donc, si on donne ça tout cru pour prédire le modèle, bien, il va y avoir beaucoup de variabilités là, qui vont amener, qui vont peut-être rendre la détection d'anomalies plus difficile. Fait que, ce qu'on fait, c'est simplement faire une moyenne des 7 derniers jours. Et ça, bien, encore là, c'est une ligne dans Python qu'on écrit là, pour simplement calculer cette moyenne-là. Donc, ensuite, je vérifie. Une fois que j'ai enlevé les dates qui n'avaient pas de données, puis d'un bord ou l'autre de ma série temporelle, je regarde, il me restait au moins 30 points. Donc, j'ai encore au moins 30 points de données. Si oui, bien, OK, tu peux détecter les anomalies. Et c'est simplement cette ligne de code-là. Tout ce que j'ai dit, c'est OK, bien, détecte-moi les anomalies sur mes données en utilisant ce modèle-là, qui est dans le fond, dans ce cas-ci, c'est le Level Shift 80. Ensuite, comme toutes les anomalies qui s'est passées dans le temps ne m'intéressent pas. Juste regarder à partir du début du confinement. Mettons, quelques jours avant le confinement, mettons 7 jours avant, puis tout le reste après, je veux détecter des anomalies seulement dans cette période-là. Bien, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui est avant les 7 jours du confinement, bien, je vais juste éliminer les détections d'anomalies qu'il a fait pour nettoyer mon graphique, pour ne pas avoir un paquet de points rouges dans le passé. Là. Juste, dans le fond, c'est cette période-là qui m'intéresse. Fait que cette ligne-là ici fait simplement ce travail-là. Puis ensuite, c'est tout simplement de générer le graphique, dire bien, je le veux 12 par 4. OK, affiche-moi la série temporelle. S'il y a des anomalies, je vais trouver un exemple. Bon, on rajoute les points rouges. Il va ajouter automatiquement les anomalies qu'on a détectées. Je donne la couleur de mes anomalies. J'ajoute un graphique. Je commence mon axe à 0. Je m'assure que je l'ai caché, je ne l'ai pas donné des données sensibles, fait que j'ai caché l'axe, désolé. Vous ne verrez pas de chiffre aujourd'hui. Et ensuite, j'ai tout simplement ajouté mes annotations dans mon graphique pour dire à quel moment le début du confinement se fait, à quel moment on a débuté le déconfinement, puis jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, quand j'ai sorti les données. Et comme on agit le tout dans une boucle, bien, on a généré 60 graphiques rapidement. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un paquet de fils et de checker à bras. Puis on essaie de détecter des anomalies. Donc, ici, on a une page que probablement que si je n'avais pas éliminé la détection des anomalies avant le confinement, bien, cette portion-là du graphique aurait vraiment été en rouge vu qu'il y avait un pic là, qui était un peu anormal. On le voit à l'œil nu. Mais il n'y a pas l'air d'avoir eu de grandes différences avant et après le confinement. Là, on regarde les derniers jours, là, on voit qu'il y avait une tendance à la hausse, mais la tendance était débutée avant le confinement. Donc, il ne l'a pas détecté comme une anomalie. Cette page-là, ben, dans ce cas-ci, elle a existé pendant un certain temps et il n'y avait plus de données, fait qu'on s'en fout. Et là, on arrive avec une page où, dans le fond, oui, il y a eu une anomalie. On a vu, là, dès que le confinement a commencé, on le voit visuellement, on le voit, là, il y a eu une hausse. Puis avant qu'il considère qu'il y a une anomalie, il a vraiment fallu qu'il y ait une hausse assez élevée. Probablement que notre modèle ici avait détecté déjà là, cette hausse-là dans le passé qui ressemble un peu à celle-là. Puis il avait considéré que c'était comme, OK, c'est peut-être normal, puis il n'y a pas d'inquiétude. Puis là, c'est seulement à ce moment-là qu'il a commencé à détecter des anomalies. Même chose aussi, j'ai des trucs qui sont très, très donniers, puis whoop, on a quelque chose qui a monté. Donc, l'avantage d'utiliser cette méthode-là, c'est que ça nous permettait rapidement de voir qu'il y a-t-il des éléments qu'on doit porter attention. Y a-t-il des insights que suivre tous ces éléments-là jour par jour, ça a été impossible. Mais une fois par semaine, on allait voir les données de la semaine précédente, on ajustait nos graphiques, on essayait de voir qu'il y a-t-il des trucs qui nous permettent de faire remonter, qu'on doit creuser, analyser un peu plus.
là-dedans. Ça nous aidait à faire ça. Et puis des fois, on le voit ici à cause probablement que des données, de la baisse qu'il y avait eu dans d'autres périodes avant. Cette hausse-là, il ne l'a pas détecté comme anomalie, cette baisse-là non plus. Fait que ce n'est pas un outil qui est parfait, mais le fait de pouvoir être capable de générer dynamiquement autant de graphiques à la fois, avec les annotations bien placées, c'est pas si long que ça pour un analyste de mettre à jour les données, mettre à jour tous les graphiques, ensuite analyser, aller regarder visuellement les graphiques. Dans un monde idéal, j'aurais aimé ça, mesurer cette hausse-là, mais je n'ai pas été capable. Peut-être que dans ce cas-là, un autre algorithme aurait été meilleur. C'est de trouver l'équilibre. Puis c'est pas évident de trouver une détection d'anomalie. Quand on est une usine qui fait des boulons, là, quand on fait une machine qui fait des boulons, puis on mesure le diamètre, si c'est bien les specs, ben, tu n'as pas tant de variations que ça dans une période. Donc, détecter une anomalie, c'est beaucoup plus facile dans ces cas-là. Puis ces algorithmes-là vont être beaucoup plus précis. Dans notre cas, comme il y a beaucoup de variabilité, il y a des saisonnalités aussi qui rentrent en compte. Ben, c'est plus difficile de pouvoir avoir une détection d'anomalie qui est parfaite et qui fonctionne toujours. Mais en ayant quand même la possibilité de générer ces graphiques-là puis les observer visuellement, bien, ça nous a permis quand même de dire, OK, cette page-là, OK, il y a eu quelque chose, il y a vraiment eu quelque chose. Puis à partir de la milieu du confinement, bien, le comportement des gens était revenu à la normale. Donc, il y avait eu un pic, ça a redescendu après. Il y a des trucs qu'on voit ici. Ben oui, la baisse qu'on détecte, ben, elle semble une tendance qui était quand même relativement la même. Puis on peut voir qui peut détecter, probablement qu'il a détecté cette période-là comme étant une hausse. Mais comme j'ai justement demandé de regarder les 7 jours avant le début du confinement dans mes analyses, bien, ça n'a pas été analysé. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai produit rapidement tous mes graphiques. Une fois par semaine, on allait voir, ça nous donnait des insights, on allait creuser un peu plus quand on avait besoin. On rapportait aux gens où il y avait comme une espèce de cellule de crise là, COVID-19. Donc, on peut leur rapporter rapidement là, des insights là, de ce qui se passait sur le comportement des gens suite au confinement et au COVID-19. Je ne présenterai pas tous les graphiques. Bon, on va descendre. Question pour toi, Sébastien. Oui. Oui, vas-y. Pourquoi la zone grise n'est pas toujours la même largeur? C'est sur l'échelle de temps qui n'est pas la même? Je n'ai pas remarqué. Exact. Comme je disais, il y a des données qui. J'ai pas le même nombre de jours dans chacune de mes données. OK. Il y a des trucs, mettons, on n'avait pas mesuré, on l'avait juste commencé à le mesurer plus tard. C'est pour ça que la zone était. C'est la beauté du graphique. Dans le fond, je précise mes dates et il me génère mes graphiques automatiquement. OK. Ouais, ben c'est sûr que si tu avais pris, mettons, tu parlais à la méthode des percentiles ou 25 75 c'est sûr que comme les graphiques qu'on voit là, c'est sûr que ça aurait sorti plein de rouge. Oui, il y a vraiment qui est ressorti de rouge. Puis le choix de l'algorithme, des fois, vous allez peut-être devoir tester différentes approches. Puis toutes ces anomalies-là, là, je les présente dans un graphique, mais on les a aussi. Là, on a une table qui contient les dates précises qui a détecté des anomalies. Il n'y a rien qui nous empêcherait de les exporter dans un système qui pourrait les loguer, puis quelqu'un pourrait aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être combiner différents algorithmes, puis combiner, mettons, puis le ATDK permet de faire des agrégations de 2 détecteurs avec des OR ou des AND. Donc, tu peux dire, ben, détecte-les comme une anomalie s'il y a telle affaire ou telle affaire. Ou tu peux dire, détecte-moi une anomalie seulement, c'est la même date, les 2 algorithmes pour le même point, ils disent que c'est une anomalie, mais là, sors-les comme une anomalie. Fait qu'il y a moyen de se créer un système là, qui permet de détecter des choses, puis de lever des flags, dans le fond, sans nécessairement... là, c'est un bel exemple que je générais des graphiques, là, c'était pour faire cute, mais on pourrait réutiliser ce système-là puis renvoyer les données dans un système qui va soulever des alertes. Les exemples de ce que je peux voir... combien de fois j'ai eu un développeur qui a eu la bonne idée de me rajouter un GUID dans l'URL d'une page. Puis là, bien, soudainement, au lieu d'avoir, je ne sais pas, 1000 page paths différents dans mes tables, je me retrouve avec 1 million de page paths parce que soudainement, pour cette URL-là, ben, chaque personne qui la visite a un ID différent, puis pourtant, c'est la même page. Fait que
c'est un indicateur qu'on pense ajouter, dans le fond, pour pouvoir détecter des anomalies, pour faire une espèce de sanity check de nos données qu'on collecte. Puis au lieu d'avoir quelqu'un qui doit vous suivre ça tous les jours dans un tableau de bord ou aller voir une fois par semaine dans le rapport s'il y a une hausse de cet indicateur-là, bien, le système détecte une anomalie, bien, il pourrait même envoyer un courriel, vous dire ah, tel indicateur, il y a eu une hausse vertigineuse, un lien vers le graphique, tu vas voir, OK, non, ça c'est normal ou ça c'est pas normal, puis prendre action dans le fond. Fait que ça peut être un outil de sanity check de la mesure précis. Ou si tu sais que tu as un indicateur que la valeur devrait être dans ce range-là, jamais dépasser ça ou descendre en bas de ça, ben, tu peux te créer un indicateur avec ça. Puis encore là, si ça dépasse, ben, tu reçois une alerte directement. Puis oui, il existe déjà des alertes dans Google Analytics ou dans d'autres outils. Là, Adobe a aussi des alertes que tu peux créer. Non? OK. Je sais pas. Oui, OK. Mais. Oui, mais dans le fond, je me parlais à moi-même. C'est mon non-verbal qui parlait. Okay. Quand tu as dit les alertes dans Google Analytics, c'est parce que ça ne vaut pas grand-chose. Là, Exact. Surtout que tu reçois les alertes le lendemain. Là. Exact. Fait que ça, tu peux quand même te soulever des alertes plus fréquemment. Là. C'est sûr que les données de BigQuery, dépendamment de votre setup, ça peut être mis à jour plusieurs fois par jour ou seulement une fois par jour le lendemain. Fait qu'il y a cette notion-là qui n'est peut-être pas parfaite, mais de quand même pas avoir une mécanique qui lève un flag pour toi automatiquement, quel que soit l'indicateur, même si ce n'est pas quelque chose qui était prévu d'être capable de faire dans les alertes Google Analytics. Ben là, si tu veux le calculer, tu veux le faire une alerte sur une métrique qui est calculée, le nombre d'actions sur le site divisé par le nombre de visites, dans le fond, c'est un prorata qui t'intéresse, ben, à moins de l'avoir cité comme une conversion ou dans Google Analytics, tu ne peux pas utiliser une alerte qui est basée sur une métrique composée comme ça. Tandis que là, ben, tu fais ce que tu veux, c'est tes données, c'est tes trucs, puis tu as juste à rouler un script qui va aller chercher les données à tous les jours, qui va effectuer les tests de détection d'anomalies, puis te lever des flags automatiquement quand c'est nécessaire. L'autre chose, je l'ai montré, ben, Facebook a aussi c'est comme un bonus pour la présentation. Facebook a créé un mécanique qui permet de faire des prédictions sur des données, des séries temporelles, dans le fond. Puis je la trouve assez intéressante parce que la notion qu'elle apporte de plus que les autres, que ce soit un ARIMA, Alton Winters, dans le fond, d'autres algorithmes qui permettent les régressions linéaires, dans le fond, d'autres méthodes ou d'algorithmes de prédiction sur des time series, celle-là peut tenir compte des jours fériés, dans le fond, comme un élément. Donc, habituellement, quand tu fais des prédictions sur des time series, tu dois décomposer. Principalement, ce que tu fais, c'est que tu décomposes ta time series. Je vais peut-être vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, tu calcules une tendance. Donc, si on regarde le graphique ici, on voit qu'il y avait une tendance qui était linéaire et ensuite une saisonnalité là, qui est selon la fréquence. Comme j'ai donné par jour, bien, on voit les dimanches versus les lundis, versus les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi. Dans le fond, c'est la composante de ces deux éléments-là qui déterminent, dans le fond, les propriétés d'une time series. Puis c'est sur ces éléments-là que les modèles prédictifs vont essayer de faire une prédiction pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on retrouve. Bien, ce que le Facebook fait de plus, c'est qu'il va tenir compte, il va dire bien, il y a des jours fériés. Puis ces jours fériés-là, basés sur j'imagine, leurs données historiques d'achat ou des trucs comme ça, sont capables de donner bien, parce que souvent, le problème que j'avais avec les autres algorithmes, à moins que je tienne compte, puis même en tenant compte des saisonnalités, des fois, il y avait bien de la misère à détecter que le 31 décembre puis le 1er janvier, il n'y a pas tant de monde que ça qui viennent sur notre site. Là, ils ont d'autres choses à faire que faire ça. Fait que souvent, ces dates-là, dans la détection d'anomalies, ça sortait tout le temps comme une anomalie, une drop plus grande qu'il avait prédit. Puis moi, je sais que c'est normal, c'est une saisonnalité. Bien, le modèle de Facebook tient compte aussi de certains impacts de certains jours fériés sur les données, puis nous les présente ici. Puis, elle est vraiment bien faite parce que dans le fond, c'est pas souvent ces affaires-là. On retrouve mettons, tu as juste les jours fériés des États-Unis. Dans ce cas-là, ici, tu peux quand même indiquer que tu veux celle du Canada. Puis après,
ils ont beaucoup de pays là-dedans. Là. C'est pas juste 3-4 pays. Là. J'ai vu une liste assez exhaustive. J'ai même vu qu'il y avait des listes par province. Donc, on pourrait avoir une liste des jours fériés du Québec, précisément. Je l'ai essayé vite fait, ça n'avait pas marché. Je me disais peut-être quelque chose qui me manque, je n'ai pas creusé, mais dans mon exemple ici, j'ai pris les jours fériés du Canada. J'ai précisé à quel moment on a commencé le confinement. Donc, on pourrait dire que ça se peut qu'il y ait un changement ici là, pour l'aider à prédire qu'il va peut-être avoir quelque chose qui va changer. Puis ensuite, j'ai demandé de me faire carrément une prédiction basée sur les trucs. Puis malheureusement, je vais peut-être grandir mon écran, on ne le voit pas très bien. Je pense que les points noirs, c'est la réalité, puis les points bleus, c'était puis l'intervalle de confiance de mes prédictions. Puis malheureusement, ce modèle-là, avec les données-là, n'a pas donné des bons résultats, là, pas du tout. Mais c'est juste, dans le fond, un exemple de ce qu'on pouvait faire avec j'ai perdu. Bon, avec Facebook. Comme si j'avais quelque chose d'un peu plus précis, avec moins de gros changements là, qui étaient causés, par exemple, là, par le COVID, ça aurait pu me permettre de me faire un truc plus spécifique. Parce que là, j'ai pris une page en particulier là, pour faire mon graphique, mais j'aurais pu appliquer la même chose à l'ensemble de mes graphiques avec la même notion là, que j'ai des données dans un data frame maintenant dans Python. Puis là, je peux les exécuter toute la même fonction, puis que ce soit la prédiction, la génération d'un graphique sur chacune de ceux-là, une par une, pour permettre, dans le fond, d'être beaucoup plus efficace dans nos analyses, puis dupliquer notre travail autant de fois qu'on veut, là, rapidement. Là. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des questions? Je suis allé vite, là. Non, c'est super cool. C'est vraiment... Ça me fait penser un petit peu à quand j'avais regardé Outlier.ai. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils, probablement, comme tu mentionnais, là, ils vont combiner plusieurs algorithmes différents. Puis là, quand il y a une anomalie qui est détectée, bien, ils vont regarder c'est quoi les autres métriques ou les autres dimensions qui ont influencé ça. Puis, mais je ne suis pas certain que tu pourrais dire, tenir compte du fait que tu le sais qu'il y a un événement à ce moment-là. Fait que c'est à partir de là que tu veux faire ton analyse. Mais c'est ça, c'est cool, c'est fort en tabarnouche. On avait vu aussi un fournisseur qui s'appelait Anodot qui permettait un peu de faire un peu ce même travail-là. Ils ne disaient pas trop le secret de leur sauce, là, je comprends, mais eux, ils avaient la possibilité d'indiquer des événements spécifiques. Tu sais qu'il y a eu tel événement, tu pouvais l'indiquer, puis ils pouvaient utiliser cette donnée-là pour essayer de faire des corrélations entre des changements qu'ils observaient dans tes données historiques versus des trucs. Anodot allait une coche plus loin, dans le fond, il apprenait avec le temps. Donc, s'il détectait des défauts positifs, tu pouvais dire non, ça c'est correct, ou ça, non, ça c'est pas bon, c'est bon, c'est bon. Puis avec le temps, selon le speech, il devait être capable de s'améliorer et être capable de mieux apprendre à connaître ton set de données. Où est-ce que j'ai de la misère avec ces systèmes-là? Souvent, si tu n'as pas un baseline qui est relativement stable, si tu as trop saisonnalité ou si tu n'as pas assez de données historiques pour mesurer ces saisonnalités-là, c'est problématique aussi. Fait que souvent, c'est ça. J'ai pas vu beaucoup de systèmes où ça fait longtemps que j'essaie d'en faire des détections d'anomalies. ATDK, je trouvais que c'était la plus facile à utiliser. Puis visualiser les données, puis de faire une job de bras, de prendre le temps de les checker une fois par semaine, voir y a-t-il quelque chose qui ressort qu'on n'avait pas vu. Au moins, ça le permet de le faire générer. Là, j'ai fait un autre exemple au travail, parce que j'ai généré, dans le fond, 265 graphiques. Puis une fois que c'est généré, ben, ça prenait une minute à générer tous les graphiques. Puis ensuite, ce que je faisais, c'est scroller puis checker visuellement ce qui ressortait. Puis probablement qu'avec le temps, j'aurais pu les classer par mettre ceux qui avaient détecté déjà automatiquement le plus d'anomalies en premier pour me les ressortir plus rapidement, puis dire que ça, là, j'essaie ou je ne savais pas, puis permettre de scanner plus rapidement, mais ça se fait quand même relativement bien. Là. Tu fais juste scroller, tu regardes tes données, puis tu peux facilement trouver des insights. Là. Il y a j'imagine qu'il y a une grosse différence de coût aussi. Python, c'est gratuit, puis là, tu développes ton expertise versus
avoir une boîte noire qui va le faire pour toi, mais probablement que tu as moins de contrôle. Puis là, quand tu veux faire des analyses qui sont vraiment plus spécifiques, ben, tu es plus limité parce que c'est la boîte noire qui le fait. Là. Exact. Donc, Puis souvent, ces systèmes-là coûtent quand même assez cher. Là. C'est pas c'est ça. c'est vraiment pas. Fait qu'à la place, c'est un bonus sur ton salaire que tu peux avoir. Tu sais. Exact. Fait que. You wish. You wish, yeah. mais grosso modo, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. En fait, je vais essayer de faire de plus en plus d'analyses de ce type-là. Puis s'il y a des trucs que je peux vous remonter, j'ai déjà une couple de sujets là, que je pourrais peut-être présenter à l'avenir aux dames VPK. Il faudra juste vérifier à chaque fois si je peux présenter les données ou comment je peux les présenter, là, les dédouaner avec mon employeur. Mais j'en ai une couple d'autres d'analyse. Puis dans ce cas-là, ici, j'ai utilisé BigQuery pour aller extraire les données, mais puis j'ai pris des pages, mais vous auriez pu prendre n'importe quoi. Vous auriez pu extraire vos données à partir de GoAnalytics sur juste, dans le fond, une date, puis la dimension date avec un event spécifique, une conversion spécifique, whatever. Dans le fond, tant que vous êtes capable de produire un graphique avec une time series, puis vous avez les données brutes, ça peut être n'importe quoi. Dans cet exemple-là, j'ai pris BigQuery, mais c'était vraiment pour me faciliter la tâche, mais ce n'est pas nécessaire. Là. Vous auriez pu extraire ces données-là directement de BigQuery avec un custom report, puis ensuite le charger dans Python à partir d'un fichier CSV ou Excel, puis faire le même travail. Là. Le reste, une fois que les données sont dans Python, c'est plus un problème. Là. D'autres questions? Ouais, salut Sébastien, c'est Yann Carvéan de Diso. Je me posais une question, est-ce que ça va changer beaucoup les résultats d'appliquer des filtres au niveau des sources? Appliquer des filtres au niveau des sources, qu'est-ce que tu veux dire? Segmenter mes données? Par exemple, les spikes que tu vois au niveau des pages, est-ce que ça aurait pu être dû à du trafic de campagne ou des messages sur le site qui redirigent vers la page en question ou des trucs comme ça? Oui, c'est sûr qu'il y a le but, c'est de les détecter, c'est pas de les expliquer. Donc, pour expliquer les anomalies, j'ai un autre tour de passe-passe que je peux utiliser là, avec Causal Impact, là, qui est un autre package qui existe autant pour R que pour Python. D'ailleurs, ça, je vais le présenter éventuellement, mais c'est sûr que là, ici, tout ce que ça m'a permis de faire, c'est détecter quelque chose. Ça ne m'a pas expliqué pourquoi. Là, ben, ça va être le rôle de l'analyse d'aller creuser. Mais au moins, ça m'a permis de faire remonter à la surface quelque chose que je n'aurais peut-être pas détecté sinon, ou en tout cas, peut-être m'aurait pris plus de temps. Puis ensuite, creuser. OK, cool. Merci. Ça plaisir. Si vous avez d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement. Puis je vais donner le contrôle à Stop recording.